même chose et Zelensky a dit aujourd'hui on va pas attendre les mains dans les poches et les Russes doivent s'attendre à ce que nous réagissions. Donc ça c'est la préparation russe. Mais c'est plus de 40 millions d'Ukrainiens, à très grande majorité ce sont des chrétiens. Et donc ils se préparent aussi à fêter Noël ensemble. La fête de la Nativité cette année va revêtir une tonalité particulièrement importante, d'abord parce que c'est la guerre, et que voilà, accueillir la venue du Christ en plein conflit, ça demande un véritable engagement, ne serait-ce que d'aller à l'église. Mais il se trouve en plus que cette année, cette célébration de la Nativité aura lieu donc le 25 décembre, en même temps que tous les chrétiens dans le monde, alors que jusqu'à présent les Ukrainiens dépendaient du vieux calendrier julien qui fêtait avec 13 jours de décalage Noël le 7 janvier. Et là, une décision a été prise pour dire, mais nous voulons fêter avec la majorité des chrétiens dans le monde, nous sommes européens, et donc avec les Européens. Et donc voilà, à la différence de la Russie, je pense que c'est important pour nous, en Occident, de bien comprendre que les Ukrainiens, d'une certaine façon, nous tendent la main pour qu'il y ait une prière commune. L'espérance, c'est que si on fait ce bon diagnostic, un diagnostic, je le répète, qui est fait par peu de gens. Les gens considèrent que c'est une guerre régionale, que c'est, je sais pas, une volonté de la Russie mafieuse de s'en prendre à son voisin. En fait, c'est bien plus profond que ça. Si on prend conscience du fait que cette guerre, c'est vraiment une guerre de civilisation, à ce moment-là, on est déjà bien avancé pour faire un bon discernement de sortie de crise, pour, soigner les plaies de la conscience russe, qui n'ont pas été soignées depuis 1991. Et là, il y a un travail important en termes d'historiographie, d'ecclésiologie aussi, puisqu'il y a une dimension religieuse dans cette guerre, en termes de sciences politiques. Voilà, c'est tout ça qu'il faut traiter, et ça, c'est un signe d'espérance, parce que les Allemands l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. On est sorti du nazisme à travers une politique très claire de déradicalisation par l'histoire, par la religion, par la culture, etc. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est adopter une politique de vertu. La politique qui permettrait d'accéder à cette gouvernance des États-nations solidaires, elle repose sur la vertu. C'est ce que disait déjà Mireille Delmas-Marty. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. On l'a fait vis-à-vis de l'Allemagne en 1954, alors que l'Allemagne était en guerre, à moitié occupée par l'Union soviétique. Il faut qu'on le fasse aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est un exemple évident de fidélité à nos engagements. Je donne un dernier exemple, soutenir l'opposition démocratique russe. Pour l'instant, le président de la République française n'a pas reçu des représentants de l'opposition démocratique russe, alors qu'ils ont été reçus au Conseil de l'Europe, ils ont été reçus au Parlement européen. En France, on continue à avoir peur de la politique russe. Donc il y a des pistes de sortie, simplement il faut pour ça qu'on ait une véritable force d'âme. Et la force d'âme, c'est pas quelque chose qui s'improvise au petit matin, c'est quelque chose qui se décide, qui se transmet et qui permet d'adopter une politique néo-réaliste. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a dit dans son discours à Prague au mois d'août 2022, le néo-réalisme, c'est pas mettre ses principes dans sa poche. Le néo-réalisme, c'est considérer que les principes doivent guider les intérêts au nom du bien commun avec ses partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit adopter et quelque chose que je développe pas mal dans ce livre.